Bonjour à tous. Donc effectivement, l'exercice est rapide. Je vais essayer d'aller aussi vite que je peux. Alors, pour augmenter déjà, le premier souci, c'est par là. Alors, un certain nombre de conflits d'intérêts que je vous laisse découvrir pour voir si effectivement je suis d'une certaine manière dépendant ou pas, moi aussi. Tout le monde a des dépendances. J'en ai une qui n'est pas marquée de dépendance, c'est au Toblerone, mais je n'étais pas sûr qu'il fallait préciser. Donc voilà, quelques petites précautions oratoires avant de démarrer, même si je pense que pour la plupart d'entre vous, il y a un certain nombre de choses qui sont acquises. Personnellement, moi, quand j'utilise addiction ou dépendance, j'ai tendance à les utiliser invariablement l'un ou l'autre, un peu comme des synonymes. Il y a une chose qui me paraît importante, et là, en fait, c'est cette chose sur laquelle j'insiste ici, c'est plus par rapport à un certain nombre d'articles que j'ai pu regarder, qui sont des articles expérimentaux. J'entends par là donc chez l'animal. C'est la notion d'auto-administration répétée d'une substance. Et ce mot-clé d'auto-administration me paraît important dans toutes les études, quand on regarde les études en pharmacologie expérimentale. Pour enfoncer le clou, de dire qu'une substance ne produit pas une addiction à elle seule, même si l'administration est répétée, c'est le fait qu'il y ait une auto-administration de la substance, une volonté de s'auto-administrer une substance. Et l'exemple, c'est que par exemple, on a tous peut-être en tête des patients chez qui une tolérance à la morphine est observée, des patients qui ont des douleurs chroniques cancéreuses, par exemple. On ne peut pas parler, à proprement parler, chez ces patients d'une addiction. Ce n'est pas, vous le savez, suffisant. Donc ça, c'est une conséquence primordiale parce qu'effectivement, dans un certain nombre de papiers expérimentaux, l'animal se voyait injecter lui-même, devenir dépendant par l'investigateur, entre guillemets. Donc ça, ce sont éventuellement des modèles de tolérance et de dépendance physique, mais ce n'est pas des modèles d'addiction. Alors, on va parler effectivement de récompense, pour voir un peu où on en est aujourd'hui dans la récompense, et puis dans l'adaptation à la récompense. Alors, il faut savoir tout d'abord que il est normal qu'on ait une adaptation. Cette faculté d'adaptation, elle est innée, et puis depuis l'origine de l'humanité, cette adaptation, elle est connue. Toutes nos cellules, et en particulier donc les neurones, mais pas seulement les neurones, sont capables de s'adapter aux influences extérieures en fonction d'une stimulation. Et cette adaptation, elle se fait exactement dans le sens inverse de la stimulation. L'objectif physiologique étant de restaurer l'état d'équilibre et de le restaurer par l'homéostasie. Alors ça, il y a des papiers qui datent, par exemple, de 1926 sur les capteurs. On peut penser aux capteurs de pression. Si je repense à Adam et qui est en train de découvrir la morphologie de Ève, s'il utilise ces capteurs de pression de la main pour explorer quelque part cette nouvelle sensation, il va bien sûr avoir une stimulation au niveau de ces capteurs de pression. Ça va augmenter la décharge à ce niveau-là, mais s'il laisse la main sans bouger, quelque part, ces capteurs de pression vont avoir une diminution de la fréquence de stimulation pour que finalement, il s'adapte complètement à ce qu'il ressent et il ne ressent plus rien du tout. En revanche, s'il enlève brutalement la main, là, quelque part, ces neurones ressentent comme un espèce de symptôme de sevrage neurologique, si vous voulez, d'absence de stimuli. Et puis, par la suite, il y a un retour à la base. Donc, cette adaptation à une expérimentation, avec d'abord un excès de stimulation, puis une diminution, et une diminution qui va même en deçà, c'est quelque chose qu'on retrouve, je dirais, de façon tout à fait physiologique dans notre organisme. Et si on s'intéresse au mécanisme de cette adaptation, elle est déjà au niveau de la cellule. Vous avez ici un exemple de récepteur morphinique. Vous avez la morphine, par exemple, qui est le petit triangle avec le récepteur en dessous. Et cette fixation de la morphine sur son récepteur va entraîner un certain nombre de mécanismes intracellulaires. C'est ce qu'on appelle l'activité intrinsèque. Et cette activité intrinsèque entraîne une réduction de la libération de neurotransmetteurs. C'est-à-dire que quand la morphine stimule son récepteur, le neurone, quelque part, se met au repos. Donc ça, c'est effectivement, quand on parle de morphine, c'est le mécanisme d'action qu'on a tous en tête, mais ce n'est pas le seul. Il y a un autre effet qui est aussi très important et qui est contemporain de celui-là, c'est qu'au-delà de ça, il y a aussi toute une espèce d'internalisation, de désactivation du récepteur qui fait partie quelque part du mécanisme d'action de la fixation de l'agoniste donc sur son récepteur. Donc on le voit que cette adaptation, elle est inhérente même déjà au niveau quasi moléculaire.
Alors, si on regarde l'éthanol, cette fois-ci, l'éthanol n'a pas un récepteur spécifique. Peut-être à la différence de beaucoup d'autres substances qui nous préoccupent, l'éthanol a cette caractéristique que lui ne va pas se fixer sur un récepteur, mais sur une multitude de récepteurs, ce qui ne facilite pas évidemment la recherche. Et on vient de le voir, de la même manière que pour la morphine, quand l'éthanol est administré au niveau muculaire, on a une adaptation intracellulaire, donc avec toute la machinerie intracellulaire qui va être modifiée. Mais ce qu'on sait depuis moins longtemps, c'est que non seulement au niveau intracellulaire, mais il y a aussi une adaptation au niveau synaptique, et c'est ce qu'on appelle la plasticité synaptique. Donc l'adaptation, elle se fait au niveau cellulaire, en intracellulaire, mais elle se fait aussi dans la communication entre les différentes neurones. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails avec les mécanismes de potentialisation à long terme et de dépression à long terme. Alors pour revenir en revanche sur quelque chose que vous connaissez plus ou dont vous avez déjà souvent entendu parler, sur les fameux systèmes de récompense, et l'idée communément admise, c'est que quelle que soit la substance, quelle que soit finalement l'addiction, au bout du bout, le système de la récompense est impliqué, avec notamment une zone qu'on appelle l'aire ventrale tegmentale, ou ATV. Et quel que soit le mécanisme par lequel cette aire ventrale tegmentale va être sollicitée, les neurones qui la composent vont libérer à leur axone terminal de la dopamine. Donc stimulation des neurones au niveau de l'ATV, libération de dopamine par leur axone, et ces terminaisons axonales se font essentiellement, enfin entre autres, au niveau du noyau accumbens et dans le cortex préfrontal. Donc ça, quand on s'intéresse aux addictions, on ne peut pas échapper, je dirais, à cette image. Ce n'est pas une image d'Épinal, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui communément accepté. Et ce qui est également accepté, c'est que ça fait partie du phénomène de récompense, censé être à l'origine de la motivation de l'utilisateur à reprendre et à entrer quelque part dans la dépendance. Alors, c'est vrai, maintenant il faut, comme toujours, un petit peu, voilà, le pondérer. C'est le pondérer parce qu'on s'est rendu compte, voilà, j'en reviens, et il y a deux papiers là qui le montrent, que quelque part chez des animaux, quand on bloquait cette fameuse voie dopaminergique qui est présentée comme centrale dans le système de la récompense, et bien, quand on utilise chez les animaux un blocage de cette voie dopaminergique, on peut quand même avoir des processus de dépendance et de tolérance. Et en fait, ce qu'on observe dans ces cas-là, c'est que la stimulation se passe de façon indépendante de ces systèmes dopaminergiques, mais dans ces systèmes-là, les opiacés étaient injectés aux animaux. C'était pas vraiment, on ne peut pas considérer que c'est un modèle d'addiction. Ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est que ce circuit dopaminergique est impliqué dans les phénomènes de récompense, donc de plaisir, mais pas seulement. Et des stimulations qui sont, je dirais, relativement banales, ou voire même des stimulations qui sont douloureuses, peuvent mettre en branle ce système dopaminergique. Donc vous voyez que considérer que quand on stimule ce système dopaminergique, c'est de l'ordre du plaisir, c'est un peu un raccourci. En fait, ce vers quoi on tend aujourd'hui, c'est de penser que ce système dopaminergique, il est plutôt une espèce de système évaluateur de la différence qu'il peut y avoir entre la récompense ou une récompense que j'anticipe. Je vois quelque chose, je l'ai déjà expérimenté, j'anticipe un plaisir, j'ai un désir et j'anticipe un plaisir, et puis une fois que je l'ai expérimenté, j'ai ou pas un plaisir et je fais la différence, mon cerveau fait la différence entre les deux, et c'est vraiment sans doute là où intervient ce système. Alors, le circuit de la récompense en images, on a tous en tête, parce qu'on a tous les mêmes citations, parce que forcément, ce papier de Nature est très, très bien construit. Donc, on a en tête le circuit de la récompense avec les différentes structures. J'ai déjà parlé de l'aire tegmentale ventrale qui est au centre, VTA, le noyau accumbens sur légèrement ici, voilà, le cortex préfrontal, l'amygdale, et puis ici, vous avez les noyaux qui sont responsables, je dirais, où on va retrouver les corps cellulaires des neurones dopaminergiques et sérotoninergiques. Alors, pour simplifier sur ce schéma-là, il n'y a que le système dopaminergique, mais si on veut être complet, il faudrait ajouter à ça, au minimum, le système glutamatergique, et on a le sentiment que le système glutamatergique, lui,
Il va dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt du cortex frontal vers le noyau cubain, du cortex frontal vers, je dirais, le cortex orbitofrontal. Alors, si on regarde peut-être l'intérêt de ces différentes structures, on s'aperçoit que le VTA, c'est le côté plutôt motivation, alors que tout ce qui est amygdale et hippocampe, c'est la mémorisation. Et le cortex frontal, c'est plutôt la zone de contrôle de l'initiation éventuellement ou d'inhibition de l'action. Et le noyau accubain, c'est le système, ça prend vraiment partie de la récompense. Et donc le lien VTA-noyau accubain, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'évaluation qu'il peut y avoir de l'expérimentation de cette récompense. Et chez le sujet dépendance, ce qu'on observe, c'est que une perte du contrôle, donc quelque part, tout se passe comme si la communication qui venait quelque part du cortex préfrontal fonctionne moins bien ou est inhibée quelque part, avec une mise en exergue quelque part de l'aire tegmentale ventrale et de l'amygdale, qui incite donc, je dirais, à une reprise d'alcool sans le côté freinateur de la perte du cortex frontal. Alors, quand on regarde au niveau axonal, je vous ai représenté donc là toujours les mêmes entités, ATV, noyau accubain, et puis ici le cortex préfrontal avec les fibres dopaminergiques. Je passe rapidement là-dessus. Vous avez le glutamate qu'on peut surimposer, et l'intérêt de mettre le glutamate ici, c'est que vous savez que vous avez des médicaments qui agissent au niveau glutamatergique, donc on comprend bien maintenant l'intérêt, le mécanisme d'action de ces médicaments. Le glutamate, c'est véritablement le plus puissant ou un des plus puissants neurotransmetteurs excitateurs. Donc on voit bien que quand il y a une stimulation glutamatergique, ça va stimuler cet axe dopaminergique. Là-dessus, qu'on vient de rajouter une stimulation qui part, enfin c'est la levée d'une inhibition qui part vers le contexte moteur, mais si s'intéressant au GABA, ce qui est intéressant, c'est de voir que le GABA, les neurones GABA sont aussi bien en interneurones, vous en avez ici, mais également dans le sens inverse, c'est-à-dire le corps cellulaire est dans le noyau accubain, et vous avez des axones qui repartent dans l'aire tegmentale ventrale. Et le GABA, c'est un neuromédiateur inhibiteur, à l'opposé du glutamate. Donc vous en avez un qui est un système activateur, le glutamate, et un système inhibiteur, qui est le GABA. On peut rajouter là-dessus, pour être de plus en plus complet, le système des bêta-endorphines, c'est-à-dire tout ce qui est opiacés endogènes, on devrait dire les peptides opioïdes. Et vous voyez ici que si on commence à regarder au niveau de l'aire tegmentale, qu'il y a un ménage un petit peu compliqué entre le corps cellulaire du neurone dopaminergique, la stimulation GABAergique sur laquelle vient se greffer donc des terminaisons bêta-endorphines. Et de la même manière, au niveau du noyau accubain, vous voyez que vous avez un mélange, vous avez là encore l'arrivée de l'axone dopaminergique et vous avez un certain nombre de terminaisons d'autres systèmes neurologiques. Ce qui est intéressant, c'est que les récepteurs ne sont pas tous identiques. Plus on travaille sur les récepteurs des neurotransmetteurs, plus on s'aperçoit qu'il y a des sous-types de neurotransmetteurs. Alors les neurotransmetteurs des opiacés sont connus maintenant depuis à peu près les années 70, enfin je parle du siècle dernier, même si on continue éventuellement à en caractériser de temps en temps, et puis il y en a encore d'autres à caractériser. Et on a par exemple identifié, c'est tout à fait intéressant de le noter ici, des récepteurs mu que tout le monde connaît, et puis il y a des récepteurs que j'ai représentés ici, kappa, mais il y a encore d'autres types de récepteurs, mais pour simplifier, je me limiterai à ces deux-là. Parce qu'il est supposé que les récepteurs opioïdes de type mu sont impliqués dans le renforcement positif, alors que ceux qui sont de type kappa sont plutôt impliqués dans le renforcement négatif. On le verra mieux sur une diapositive tout à l'heure, je donnerai l'occasion d'y revenir. Alors je voulais faire un petit aparté sur le GABA, parce qu'on en parle beaucoup. Et je vous ai représenté ici une terminaison, vous avez la fibre ici qui arrive, et puis vous avez donc la synapse, et puis la fibre postsynaptique. Le GABA est conservé dans des vésicules. S'il est stimulé, il y a une libération du GABA qui va se fixer sur son récepteur. Et après, il y a, du fait de l'entrée de chlore, suite à la réponse de la fixation du GABA, une mise au repos du neurone. Quand je vous ai dit que c'était un acide aminé inhibiteur, et le résultat de la fixation du GABA sur son récepteur entraîne une mise à repos.
Si le GABA n'est pas fixé, il peut être recapté. Vous avez c'est comme une espèce de boîte de nuit, si vous voulez, où vous avez des espèces de vigiles qui sont là et qui autorisent, sous certaines conditions, ceux qui ont une forme sympathique, à rentrer à l'intérieur du neurone. C'est un système de recapture dont vous connaissez bien, qui est utilisé, par exemple, dans les médicaments de la dépression. Donc, il y a ici un système. Alors, ces transporteurs s'appellent SLC 6 à 13. Et qui permettent le passage du GABA vers l'intérieur. Et vous en avez encore à l'intérieur qui permettent le stockage du GABA dans les vésicules. Si je pointe tout ça, c'est parce qu'en fait, à chaque fois, vous pouvez vous dire que c'est un site à chaque endroit qu'il y a une fixation, une pénétration par système de recapture, un système ici de stockage, sont des sites potentiels d'action de médicaments. Et si on se focalise sur le récepteur GABA, qui mérite quand même un petit coup d'œil, le récepteur GABA, si on s'intéresse à celui qui est représenté là, c'est le GABA-A, c'est un récepteur chlore, donc quand il est stimulé, du chlore rentre, et le chlore, quand il rentre dans le neurone, va entraîner une hyperpolarisation et une mise en repos. Et ce récepteur, il est constitué de plusieurs sous-unités protéiques enchâssées dans la membrane, et je vous en ai représenté ici 5. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une multitude de récepteurs GABA possibles. Même si je m'intéresse qu'aux récepteurs GABA de type A, il y a une multitude de possibilités. Et sur ces 5 unités, le plus fréquent, c'est le alpha-1, bêta-2, gamma-2. Et ce qui est intéressant, c'est que les benzodiazépines, l'éthanol, se fixent sur ce récepteur. Pas exactement de la même façon, pas au même endroit, mais ils se fixent sur ce récepteur. Et ce qu'on sait depuis plus récemment, c'est que le GHB et le baclofen sont... on sait ça depuis un bout de temps quand même, excusez-moi, que le GHB et le baclofen sont des agonistes de l'autre récepteur, du GABA-B, mais on s'est rendu compte aussi qu'ils avaient un effet également sur ce GABA-A, mais avec des sous-unités légèrement différentes. Et pour être vraiment précis, les sous-unités sur lesquelles se fixe le GHB, c'est des sous-unités alpha, bêta, delta. Il faut qu'il y ait la sous-unité delta. Si c'est la sous-unité la plus fréquente, c'est-à-dire gamma, dans ce cas-là, le GHB ne se fixe pas. Donc là, ce à quoi on arrive, c'est que dans les différents sous-types de récepteurs, si on s'intéresse au sous-type de récepteur GABA-A, et bien même là, il y a encore des sous-types de récepteurs sur lesquels certaines molécules vont pouvoir ou pas se fixer. Donc on voit qu'on arrive à un niveau de complexité encore supérieur. Et quand on utilise un mélange de récepteurs, eh bien forcément, on peut passer à côté de quelque chose. Alors, on a parlé de glutamate, d'opiacés, de GABA. En fait, à ce niveau-là, il y a beaucoup d'autres médiateurs qui sont concernés. La noradrénaline, l'opiacé, j'en ai parlé. La sérotonine également, qui a un effet inhibiteur. Le GABA, j'en ai parlé. La glycine, c'est un autre neurotransmetteur dont on parle de plus en plus aujourd'hui et on évoque effectivement ce transmetteur-là comme étant éventuellement une cible intéressante. La glycine est souvent co-libérée avec le GABA, c'est-à-dire que les neurones GABAergiques peuvent souvent libérer eux aussi de la glycine et c'est un neurotransmetteur inhibiteur très puissant. L'orexine, ça nous prendrait trop de temps pour en parler, c'est impliqué dans énormément de choses et il y a beaucoup à faire là-dessus, et éventuellement aussi les cannabinoïdes. Donc on voit qu'il y a énormément de neurotransmetteurs impliqués, ça veut dire énormément de cibles potentielles thérapeutiques. Si je reprends la diapositive qui a été présentée récemment, je vais passer rapidement dessus parce que vous l'avez vu. Ce que je vais juste rajouter sur cette diapositive en faisant une petite adaptation du schéma publié dans Nature, c'est cette partie-là. Ici, vous avez des récepteurs kappa. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous mettez du produit, les récepteurs morphiniques répondent d'abord pour des raisons, si vous voulez, de rapidité de fixation, d'interaction, d'affinité, et vous avez ensuite les récepteurs kappa qui répondent. Donc ce qui explique que dans le temps, même si les deux récepteurs sont capables de fixer la morphine, ils ne vont pas forcément le faire en même temps. Ça va d'abord être les récepteurs mu et ensuite les récepteurs kappa. Donc je vais d'abord ressentir l'effet mu et ensuite je ressentirai l'effet kappa, et on va voir que ce n'est pas exactement le même effet. Vous connaissez tous cette fameuse théorie et qui d'ailleurs correspond assez à ce mécanisme des récepteurs mu et kappa, puisque quand on a un renforcement positif, une stimulation agréable, c'est représenté ici par cette espèce de cloche en A, elle est suivie
après par une compensation. Le retour à l'équilibre passe par une phase de moins bien, représentée ici en B. Et après, on revient, si c'est juste une seule stimulation, on revient au point de départ. En revanche, si les administrations sont répétées, le point positif A va s'amenuiser et inversement, la partie négative B va, elle, s'augmenter. Et en fait, si on veut bien considérer que les A sont plutôt sur les récepteurs mu et les B, c'est plutôt sur les récepteurs kappa, on voit qu'il y a éventuellement une cinétique dans le temps avec une adaptation différente entre les différents types de récepteurs. Et ça explique en partie le renforcement négatif. Alors, ce qui est intéressant également de voir, c'est qu'on a identifié depuis longtemps, enfin tous les cliniciens savent, l'importance du stress chez leurs patients, et en particulier comme facteur prédictif des rechutes. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'arguments scientifiques qui montrent d'ailleurs qu'il y a une perturbation de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien avec des perturbations lors d'administration d'alcool répété, des sécrétions de CRF, des sécrétions d'ACTH et du nombre de récepteurs glucocorticoïdes dans le temps. Donc ça, c'est illustré dans ce papier où on voit que les administrations, encore une fois, les administrations répétées d'alcool perturbent cet axe glucocorticoïde. Alors ce CRF, tout le monde se souvient dans ses premières années d'études qu'il est synthétisé et libéré par l'hypothalamus, mais on sait aujourd'hui de façon plus précise qu'il y a d'autres lieux extra-hypothalamiques où le CRF peut être synthétisé, et notamment l'amygdale, les troncs cérébrales. Donc les récepteurs du CRF1, et en particulier certains antagonistes du CRF1, sont là encore de potentielles cibles d'action pour demain, en ayant un effet cette fois-ci directement sur le stress. Les hypothèses autour du stress montrent que la répétition d'administration et en particulier le passage de la prise répétée à la dépendance se fait par des modifications importantes de l'axe CRF. Alors, quel est le risque de devenir dépendant? Parce que nous savons aujourd'hui que tout le monde ne devient pas dépendant après une expérimentation. Je vous renvoie à un papier qui a été publié en 2011 qui montre le risque de devenir dépendant en fonction de l'année de la première consommation. Et on voit qu'effectivement, le risque pour un individu de devenir dépendant dépend de la substance, mais est extrêmement variable. Et que finalement, le risque de devenir dépendant pour l'alcool, on voit ici, là, il est autour de 0,2, pour le cannabis, un peu moins de 0,1, etc. Alors, qu'est-ce qui fait que certains deviennent dépendants, ont cette transition, ce passage, et d'autres pas? Alors, la question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi moi, finalement? Bon. Et effectivement, alors ce qu'on pourrait répondre au professeur Benyamina, c'est que les hommes se croient libres car ils ignorent les causes qui les déterminent. Et puis, d'autre part, pour l'achever complètement, on pourrait lui dire que le désir ne tient jamais ses promesses et qu'il fallait donc, au départ, se méfier de ses désirs. Je renvoie à la première diapo avec Adam et Ève. Ce qu'on a pu identifier depuis quelques années maintenant, c'est un nombre incroyable de gènes susceptibles d'être impliqués, d'avoir un rôle dans l'addiction. Et on retrouve plus de 1500 gènes. Donc il y a un nombre incalculable de papiers. Donc là, je vous renvoie sur une revue de la littérature. Et de tous ces gènes, il y en aurait plus d'une centaine qui seraient directement impliqués dans les mécanismes de vulnérabilité. Vulnérabilité, impulsivité, avec des modifications notamment au niveau des systèmes dopaminergiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, vous n'avez pas un gène qui explique à lui tout seul un trait particulier psychologique. Ce n'est pas un gène qui va expliquer le fait que vous soyez qu'un individu est impulsif ou pas, mais c'est une association de gènes. Ça, c'est le premier point qui me paraît important. Après, sur ces mutations, sur ces variations génétiques, certaines variations vont être responsables de vulnérabilité générale à toutes les addictions, alors que d'autres vont apporter une vulnérabilité à un type particulier d'addiction. Et donc, je mettais quelques exemples. On voit bien que si un individu est porteur d'une vulnérabilité sur les systèmes de stress, a priori, ça va concerner toutes les addictions, tandis que s'il est porteur d'une vulnérabilité sur l'acétaldéhyde déshydrogénase, a priori, sa vulnérabilité elle concernera, enfin sa moindre vulnérabilité, elle concernera plutôt l'éthanol dans ce cas-là. Je fais très rapide.
Juste pour dire, là où on a des choses qui sont très très intéressantes, notamment sur les mutations au niveau du récepteur morphinique. On sait aujourd'hui que l'allèle G, les gens porteurs, il y en a dans la salle, de l'allèle G ont un risque légèrement moindre de devenir dépendant au problème d'alcool, 0,9, c'est un risque approximatif assez faible. On sait également en termes de traitement que tous les individus ne répondront pas de la même façon à ces antagonistes opiacés. Et là, le risque, effectivement, est multiplié par 2 chez certains. Et si je regarde une publication, je vais insister un peu sur celle-ci, où vous avez ici des gens qui sont, on va dire, porteurs du gène sauvage. Ici, vous avez les gens porteurs d'un gène muté. Vous avez un groupe placebo et un groupe sous naltrexone. Et on s'aperçoit que les gens qui sont porteurs du gène muté ont un taux de réponse beaucoup plus important. C'est intéressant parce que si vous testez l'effet de la naltrexone sur l'ensemble de la population, vous concluez qu'il n'y a aucun effet. Si vous testez l'effet de la naltrexone chez les gens mutés, vous trouvez qu'il y a un effet qui est majeur. Et ça pose une vraie question, enfin plusieurs questions. D'abord, quand on fait une étude, un essai clinique, est-ce qu'il faut faire des stratifications ou pas, premièrement? Et puis d'autre part, dans la vie de tous les jours, c'est est-ce qu'il faudrait génotyper les patients pour savoir s'il a un intérêt à recevoir de la naltrexone? Parce qu'a priori, s'il a le gène sauvage, il n'a absolument peu de chances à avoir un effet de ce produit. Donc c'est peut-être dommage de lui prescrire pendant des mois. Je passe rapidement sur cette possibilité thérapeutique de Photoshop pour les génotypes. J'ai quasiment terminé. Juste pour renforcer le clou sur la vulnérabilité génétique, à peu près la moitié de la vulnérabilité est portée par des raisons génétiques. Et il y a une chose dont on parle de plus en plus, et vous avez peut-être entendu parler, c'est l'épigénétique. Vous savez qu'on parle toujours du trépied dans les addictions, l'individu, la vulnérabilité de l'individu, l'environnement, la substance. Et l'épigénétique, c'est une flèche qui va dans l'autre sens. Alors, je passe là-dessus, puisqu'il faut que je conclue. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tous vos gènes ne sont pas en permanence en position on, c'est-à-dire que tous vos gènes ne sont pas en position active en permanence. Si le gène muté de vulnérabilité est en position de sommeil, auquel cas, quelque part, vous n'êtes pas vulnérable, la personne n'est pas vulnérable. La vulnérabilité n'apparaîtra que si le gène lui-même est en position active. Et donc ça, c'est un problème énorme quand on fait des études épidémiologiques, parce que quand on veut génotyper toute une population et qu'on regarde ceux qui ont une addiction ou pas, si l'individu s'est jamais retrouvé dans une position de gène actif au moment où il était soumis à des stimuli, eh bien peut-être qu'il n'a jamais eu l'occasion de démarrer une addiction. Donc avoir ça en tête, les gènes peuvent être activés ou pas, et si le gène n'est pas activé, la vulnérabilité sera absolument invisible. Et ça, c'est particulièrement vrai, on le sait, par rapport au stress. On sait que quand il y a du stress, il y a un risque beaucoup plus important de développer quelque chose parce que vous allez mettre en branle des systèmes de gènes qui normalement sont en sommeil. Et j'aime bien renvoyer à cette étude qui montre que lors de la guerre du Vietnam, avant la guerre du Vietnam, il y avait 0,2% chez les GI de gens qui avaient une addiction aux narcotiques. Il y en a eu 20 à 30% pendant la guerre, et il a suffi de les ramener dans leur petite ferme du Michigan pour que, quelque part, au bout d'un an, on retombe quasiment au chiffre initial. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que l'effet stress est un effet qui est très important. Je vais donc conclure là-dessus, sur le take-home message, pour dire que l'addiction, c'est un processus complexe, vous le saviez tous, qu'il y a énormément de neurotransmetteurs, on a essayé d'en lister un certain nombre, il y a beaucoup de circuits neuronaux qui sont impliqués, il y a les gènes, il y a l'environnement, et gènes et environnement, on ne peut pas aujourd'hui, du fait de l'épigénétique, complètement les dissocier comme si c'était des choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pistes thérapeutiques et qu'on ne peut pas se lister, on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'un seul médicament ciblant sur un seul récepteur puisse répondre à toute cette problématique. La conclusion, c'est qu'il va falloir travailler sur des cocktails de produits, des cocktails de traitements, pas que pharmacologiques d'ailleurs, et bien sûr des cocktails sans alcool. Alors, pour ceux qui ont reconnu la petite diapo en bas à droite, il y a un bug dans cette photo, je vous invite à la rechercher. Merci.